Peut-on devenir éditeur sans avoir fait les études pour? Bertrand Terry est éditeur aux éditions du Moniteur, près de Paris. Il vit d'ailleurs à la capitale, où il apprécie particulièrement les terrasses ensoleillées des cafés. À 31 ans, son lieu de prédilection demeure son bureau. Il s'y sent vraiment bien, et il y exerce son métier avec passion et conviction, recherchant constamment la clarté du propos, car c'est bien cela qui le motive à travailler. Plus que le salaire du mois, la clarté du propos est sa récompense. Sans doute est-ce pour cela que, plus généralement, la liberté d'expression peut avoir tendance à le révolter, tout en le touchant quand elle a sa raison d'être. En tant qu'éditeur, son rapport au livre est avant tout professionnel, et dans la vie personnelle, Bertrand lit autant que ce qu'il regarde de films ou de séries. Mais il aime aussi écrire. Pour lui, le récit a ses sciences et il aspire à les étudier pour parvenir à élaborer ses propres textes. C'est pourquoi il est en ce moment plongé dans la lecture de l'anatomie du scénario. Il n'oublie pas de consacrer du temps à ses amis et à sa famille qui occupent une grande place dans son cœur. Car Bertrand est d'un caractère sociable inaltérable, pratiquant jeu de mots et humour pour le plus grand plaisir de ses proches. Enfin, s'il était un livre, il serait l'assassin royal de Robin Hood. S'il était un objet, il serait une tasse. Et s'il était un animal, il serait un loup. Oui, vous pouvez donc l'imaginer comme ça. Ou encore comme ça. Bref, chers amis du livre, je vous laisse en compagnie de Bertrand Terry, un éditeur qui a appris son métier en l'exerçant avec motivation et amour du livre. Bonjour à tous, c'est Camille pour Papyrus Univers et je suis super contente de poser des questions aujourd'hui à Bertrand Terry qui est éditeur aux éditions Le Moniteur. Bonjour Camille, merci de m'avoir invité pour faire cette interview. Merci beaucoup Bertrand. Qu'est-ce que tu as fait comme études avant de devenir éditeur? C'est pas un parcours d'édition classique. Écoute, j'ai commencé par un bac littéraire déjà, ensuite une prépa littéraire également, et ensuite j'ai terminé en droit pour des raisons, disons que je savais pas trop quoi faire de ma peau. Alors je me suis dit que le droit ouvrirait pas mal de portes, et aussi parce qu'il me semblait que le droit avec ses lois, ses règlements, ses jurisprudences, avait quand même proposé un rapport à l'écrit assez important, puisque le droit, dans nos pays aujourd'hui, c'est quand même de l'écrit, encore de l'écrit, donc c'est quand même un rapport très important à l'écriture et aux mots. Ensuite, à la fin de mes études, j'ai fait un master recherche qui me permettait pas d'avoir une compétence extrêmement concrète tout de suite à la sortie de mes études. Du coup, je me suis un peu retrouvé comme ça à pas trop savoir quoi faire et pas trop savoir non plus comment utiliser les diplômes que je venais de décrocher. Du coup, j'ai un petit peu tergiversé pendant 1 an, et là-dessus, j'ai trouvé un stage aux éditions LexisNexis. Et de fil en aiguille, en fait, ça s'est super bien passé, j'ai adoré ça. C'était ce que je voulais faire depuis tout le temps sans le savoir. Et puis voilà, ils m'ont proposé un poste, et puis après, le moniteur m'a appelé, et puis voilà. Donc la première maison d'édition, c'était déjà une maison d'édition qui était liée au milieu du droit, puisque c'était ce que tu avais étudié. C'est ça, c'est ça. Moi, j'ai étudié du droit. Je me suis spécialisé, pour être un petit peu plus précis, en droit public. Ça veut dire le droit qui concerne le rapport entre soit les administrations entre elles, soit les rapports entre les individus et l'administration, l'État, les collectivités. Voilà, ils m'ont pris dans ces départements-là, et puis aujourd'hui, je suis éditeur aux éditions du Moniteur. Plus particulièrement, je suis en charge de tout ce qui concerne l'urbanisme, tout ce qui est permis de construire, déclaration préalable et tout ce genre de joyeuseté. Alors l'édition, finalement, c'est venu dans un second temps. Il fallait que tu sois très très bon dans les connaissances en droit, mais aussi il fallait que tu puisses faire toutes les tâches d'un éditeur. Comment tu t'es adapté? En fait, au début, je connaissais rien à l'édition. Bon, je savais lire, je savais ce que c'était qu'une maison d'édition, mais au-delà de ça, je savais pas. Et puis, comme je l'ai dit à mon patron un jour, ça faisait longtemps que j'avais envie d'être éditeur, mais quand on pense à devenir éditeur, on pense aux éditions Gallimard, on pense aux éditions de Minuit, on pense à ces maisons d'édition-là, mais on pense pas au juridique. Et d'ailleurs, quand on fait du droit, c'est encore pire, parce que quand on fait du droit, on fait en général du droit pour devenir avocat, pour devenir juge. On le fait pas du tout pour devenir éditeur. Donc, il faut déjà avoir l'idée de devenir éditeur. Et moi, j'ai appris sur le tard, et j'ai eu de la chance parce que j'ai commencé par un stage où on m'a donné des responsabilités éditoriales, mais ce qui m'a permis de commencer à la fois sur les chapeaux de roue, mais quand même encadré comme un stagiaire. Ensuite, on m'a donné un CDD de remplacement
Du coup, là, c'est pareil. Je suis monté en compétences, je suis monté en quantité de travail, mais du coup, progressivement. Et quand le moniteur m'a appelé et que j'ai accepté, ça s'est très bien passé parce qu'il savait. Enfin, j'ai rien caché de mes lacunes, de mon manque de compétences. Mais en même temps, quand on est motivé, bah, ça prend du temps, mais on finit par y arriver, quoi. Mais ça demande beaucoup, beaucoup de temps. J'ai eu cette discussion-là avec mon patron plusieurs fois, et pour former un bon éditeur, faut au moins 3-4 ans quand même. D'après toi, ils pouvaient pas prendre quelqu'un qui n'avait que, au contraire, des compétences en édition, mais pas du tout en droit? C'est un parti pris souvent des maisons d'édition spécialisées. J'entends par là les maisons d'édition juridiques, maisons d'édition techniques. Soit ils prennent des gens issus de formation éditoriale. Et dans ce cas-là, ces gens-là ont besoin de rattraper leur retard pour tout ce qui concerne les compétences techniques qu'ils vont devoir mettre en œuvre. Et vice-versa, les gens qui sont issus de formation technique, juridique, ingénieurs, architectes, tout ça, eux doivent rattraper leur retard concernant les compétences éditoriales. Il y a un débat assez enflammé dans ma maison édition pour savoir qu'est-ce qui est mieux. Bon, je suis issu d'une formation technique et j'ai appris à devenir éditeur. Et ça me plaît, et du coup, je sais que c'est possible d'apprendre sur le tard à devenir éditeur. Simplement, c'est vrai qu'il faut être motivé et il faut pas avoir comment dire, il faut pas avoir trop d'illusions sur ce qu'est le métier d'éditeur. C'est un métier qui a ses contraintes, qui a ses côtés un peu barbants aussi. Donc, le problème des gens qui sont pas issus de formation éditoriale, souvent, c'est qu'ils n'ont pas un amour du livre suffisant pour pouvoir faire les tâches un peu rébarbatives souvent que demande la fabrication d'un livre. Et inversement, ceux qui sont issus de formation éditoriale et qui se retrouvent face à des textes juridiques, par exemple, mine de rien, s'il faut faire 5 ans de droit pour devenir juriste, c'est pas pour rien. C'est difficile sur le tard d'apprendre, surtout quand on n'est pas très motivé, et surtout quand, ayant fait une formation éditoriale, on rêvait plutôt de faire du roman plutôt que des ouvrages juridiques. Donc là, il y a plus un problème de motivation. Si tu devais décrire, une journée type, ce serait quoi? Ah bah, une journée type, c'est ce que j'adore avec ce métier, c'est qu'il y en a pas. Et moi, j'en suis venu à adorer les journées types quand je peux en avoir une ou deux. Bah là, je peux déjà te raconter ma journée d'aujourd'hui qui vient de se terminer. Eh bien, se pencher sur les épreuves d'un manuscrit, enfin d'un tapuscrit du coup imprimé avec donc un texte à corriger, donc de la lecture attentive, du recensement d'images, vérifier que à chaque image j'ai bien récolté les autorisations de publication nécessaires, donc à la fois des agences d'architectes et à la fois des photographes qui ont pris les photos. Et aujourd'hui, pour donner une idée des quantités, j'ai réussi à boucler environ une trentaine de pages, ce qui est pas énorme, mais quand même, voilà, je suis plutôt fier de moi. Et tu parles de tâches rébarbatives. Qu'est-ce que tu aimes le moins faire dans ton métier? Ça va paraître étrange, mais après tout, chacun sa personnalité. Moi, je déteste faire les couvertures. Je déteste tout ce qui est conversation inutile pour savoir quelle couverture est belle ou pas belle. Je trouve que ce qui est compliqué, c'est que malgré ce que certains peuvent dire et malgré certaines compétences qui existent en la matière, ça reste énormément une question de goût et d'appréciation personnelle. Et j'aime pas toutes les discussions enflammées, pseudo-scientifiques pour savoir ce qui est une belle couve, une belle couverture, pardon, d'une mauvaise couverture. Je trouve que c'est une perte de temps. Et à l'inverse, qu'est-ce qui te plaît le plus? Alors, ce qui me plaît le plus, et ce que les éditions du Moniteur me donnent vraiment l'occasion de faire beaucoup, beaucoup, c'est la relation avec les auteurs. Ce que j'aime le plus, c'est avoir une idée le matin sur un ouvrage qu'on pourrait faire, ou même une revue, ou n'importe quoi. Et puis de contacter les gens, et puis de dire, ben voilà, on pourrait faire ça, et ça, et ça. Et j'aime bien la dynamique de lancement de projet, j'aime bien monter les projets. Souvent, là où je redescends un peu sur terre, c'est quand le monde entier a accepté mon projet et que maintenant il faut le faire, et du coup il faut travailler. Et là, c'est plus difficile parce qu'on s'aperçoit que une idée, pour qu'elle se matérialise, c'est beaucoup de réunions, beaucoup de travail et beaucoup d'ajustements. Parce que souvent, quand on a une idée, c'est très imprécis. Et il y a plein d'ajustements successifs nécessaires pour la matérialiser et la rendre un petit peu plus faisable techniquement. Ce sont des commandes que toi, tu vas passer à des auteurs? Souvent, c'est le cas, oui. Tu leur laisses combien de temps pour, qu'ils rédigent un manuscrit? Bon, en admettant que l'auteur dise oui, ça dépend évidemment du nombre de pages et de l'emploi du temps de l'auteur. Le mieux au début, c'est de dire à l'auteur et même considérer, même du point de vue éditorial, que l'auteur peut prendre le temps qu'il veut, de poser éventuellement des jalons, voilà, lui demander d'écrire une table des matières, après lui demander d'écrire un chapitre.
pour à la fois tester la qualité de son écriture, vérifier que l'auteur est bien dans les exigences du style de la maison d'édition, parce que ça paraît évident, mais on n'écrit pas un manuel d'architecture comme on écrit un roman. Il y a un style manuel, il y a un style technique, il y a un style juridique. Il faut simplement vérifier que l'auteur écrit bien. Ça permet aussi de tester la ponctualité de l'auteur. Si d'entrée de jeu, il dit oui, oui, je vous rends une table des matières dans 2 semaines et que 3 mois plus tard, vous avez toujours aucune nouvelle, ben franchement, ça n'augure rien de bon pour la réalisation du reste. Et du coup, il faut fonctionner un peu comme ça par palier. Et c'est plus sûr en fait pour tout le monde. Ça permet de jauger et après d'élaborer un planning éditorial en conséquence. Tu as déjà eu des moments vraiment de coup de bourre où il fallait poser des deadlines à l'auteur qui n'avait pas pu respecter avant les délais? Oui, ça, il y en a plein. Le premier truc dans le genre qui m'est arrivé, c'est quand je suis arrivé aux éditions du Moniteur. Il faut s'imaginer, moi, je suis jeune éditeur, j'ai jamais publié d'ouvrage de ma vie, je n'avais travaillé jusque-là que sur des revues. J'arrive et j'ai un BAT de prévu sur un traité. Le départ à l'impression, le BAT était prévu 15 jours après mon arrivée. Et en fait, j'avais toujours pas le manuscrit. Et ça, c'est pas vraiment un coup de bourre, mais ça montre bien un petit peu le type d'impondérable qui peut survenir. Donc, j'appelle l'auteur pour lui demander où il en est. Et 15 jours avant le BAT, il avait toujours rien écrit. Je me demande encore ce que la personne avant moi avait pensé en confiant cette tâche sans supervision à cet auteur-là. Voilà. Sinon, il y a souvent des problèmes d'auteurs qui écrivent sans citer leurs sources ou en reproduisant les propos d'un autre. On n'est pas vraiment sur du plagiat. Enfin, c'est pas aussi simple que ça, le plagiat, surtout en droit, parce qu'en droit, on répète beaucoup ce que les autres ont dit, ce que la loi dit et tout ça, mais souvent, les coups de bourre interviennent parce que il faut tout réécrire. Et autant, si on reçoit un manuscrit normal, eh bien, les choses peuvent se passer normalement et de manière à peu près sereine. Autant quand au dernier moment, vous recevez un manuscrit en retard et qu'en plus vous vous apercevez qu'il faut tout réécrire, là, c'est la catastrophe. D'où l'intérêt, encore une fois, de demander un chapitre test pour vérifier que l'auteur va pas nous fomenter ce genre de surprise. Ah oui, la relation avec l'auteur est du coup très importante, mais quand tu dis tout réécrire, c'est presque inquiétant. Tu as souvent du travail de réécriture. Oui, très souvent. Que ce soit pour des questions de fond ou des questions de forme. Par exemple, un auteur, une fois, m'a rendu un manuscrit qui n'était pas à jour de la dernière réforme. Et du coup, j'ai dû moi-même, pour gagner du temps, mettre l'ouvrage à jour. Bon, c'était pas un gros ouvrage et c'était pas un ouvrage extrêmement pointu, mais enfin quand même, ça donne une idée. Et puis la plupart du temps, mais ça tous les éditeurs, je pense, du monde sont concernés, il faut réécrire parce que le style de l'auteur correspond pas du tout au style attendu. Pour le dire en peu de mots, en fait, l'auteur écrit mal et il faut refaire. J'ai choisi de faire ce métier-là aussi parce que je voulais apprendre à écrire. Le fait de corriger les autres et de travailler à l'ombre des autres, eh bien ça peut être au contraire une expérience très profitable. Surtout qu'apprendre à écrire, en fait, c'est long. Et je pense qu'il faut au contraire profiter de ces périodes-là où on a l'occasion d'apprendre à notre rythme. Moi, j'ai appris à maîtriser beaucoup de choses déjà en 4 ans d'édition. Je me suis amélioré en orthographe, ça paraît rien, mais c'est quand même beaucoup. À force de corriger, d'écrire et de m'interroger sur le style à avoir, eh bien, j'ai réussi, je pense, à stabiliser mon propre style. À force de corriger les auteurs sur des questions de clarté du propos, parce qu'un manuel doit toujours être clair, eh bien, j'ai beaucoup appris quant au fait qu'une phrase, eh bien, ça doit dire ce que ça veut dire et ça doit pas toujours aller chercher midi à 14 heures. Voilà, donc moi je l'aborde comme ça. Il y a une chose que j'ai fini par comprendre à force de travailler et puis d'écouter des auteurs à la télé ou à la radio, c'est que en fait c'est chacun son rythme. Il y a des auteurs qui mettent toute une vie à écrire un livre, il y en a qui mettent 1 an, il y en a qui mettent 6 mois, il y en a qui mettent 3 semaines. Et puis si je publie jamais rien, et puis c'est pas grave, au moins j'aurais beaucoup appris. Le livre qui faisait le plus de pages que tu as édité, c'était quoi? J'ai pas besoin de beaucoup réfléchir sur cette question-là. C'était un dictionnaire de droit de 1347 pages. C'est énorme, surtout avec une vingtaine d'auteurs. C'était vraiment un travail titanesque. C'est un projet qui a mis 2 ans à aboutir. Il a commencé quand je suis arrivé aux éditions du Moniteur. Il s'est terminé 2 ans plus tard. J'ai beaucoup appris, notamment le fait que j'étais pas vraiment capable de travailler sereinement sur un projet pareil. Du coup, maintenant, j'éloigne de moi tout ce type de projet. Parce qu'il faut aussi connaître ses limites. Un ouvrage d'une vingtaine d'auteurs et de 1300 et quelques pages, tout seul, c'est trop. Il faut de l'aide ou alors il faut plus d'expérience. La reconnaissance, c'est les êtres humains autour de nous qui nous la donnent. Elle vient
de ma hiérarchie, de mes auteurs, et le manque de reconnaissance aussi d'ailleurs. Il y a la reconnaissance et puis il y a le contraire de la reconnaissance, la critique, quoi. Mais bon, globalement, si le bilan est positif, alors tout va bien. Toi, tu sais tu fais de ventes et tout? Oui, je sais à combien d'exemplaires mes livres se vendent. C'est pas énorme, hein, on est sur des petits tirages. Un tirage standard, enfin, mais si tant est qu'un tirage standard existe, ça peut s'élever qu'à seulement quelques centaines d'exemplaires. Et puis, vous imaginez bien que on lit pas un manuel de droit comme on lit un roman ou comme on lit Harry Potter. C'est pas du tout le même type d'utilisation ni le même type de lecteur. Ce sont plutôt des ouvrages qu'on feuillette dans lesquels on cherche une information précise. Mais tant que les gens continueront d'acheter, bah moi je pourrais continuer de travailler. Et je trouve que c'est un métier dans lequel on a la chance de pouvoir tenir dans les mains l'objet qu'on a fabriqué. Dans un monde quand même relativement dématérialisé, où par exemple un téléphone portable est construit dans je sais pas combien d'usines différentes, c'est quand même agréable à la fin pouvoir tenir dans les mains l'objet de son travail. Et c'est plus facile d'être fier de soi quand on voit le travail accompli. Mais d'ailleurs, aux éditions du Moniteur, est-ce qu'on développe du numérique aussi? Oui, oui, oui. Et le droit est d'ailleurs un des domaines, je pense, qui a été le plus touché par la révolution numérique. Parce que celui qui fabrique le droit, c'est l'État. Et l'État a une obligation de publication de la loi. Et du coup, depuis qu'Internet est arrivé, avant, c'était les maisons d'édition comme Dalloz, LexisNexis, le Moniteur qui se chargeait de publier et de rendre accessibles les textes de loi. Aujourd'hui qu'Internet est là et qu'Internet s'est bien développé, bien démocratisé, et aussi que la mise en page web a beaucoup gagné en ergonomie, l'État est de facto notre principal concurrent. Et c'est un concurrent extrêmement féroce parce que non seulement il est officiel, mais en plus il est gratuit. C'est bien de se sentir confronté à des problèmes de notre temps. Merci beaucoup. Je t'en prie. Ainsi, après son master de droit, Bertrand a fait un stage en édition et a poursuivi dans cette voie, avec motivation et détermination. Aujourd'hui, il continue à apprendre et à s'épanouir en fabriquant des livres. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Papyrus Univers. Vous découvrirez d'autres interviews et plongerez dans les coulisses des métiers du livre.